Abidjan, lundi 17 juin 1991. Dans la cité universitaire de Mermoz à Cocody, le corps d'un étudiant de 24 ans est découvert aux alentours de midi. Il s'appelle Zébié, Thierry Zébié Zirignou. Il est couvert de morceaux de bois et de cailloux. Dans les 30 minutes qui suivent, la RTI, la télévision nationale ivoirienne, diffuse des images de ce cadavre dans son journal de 13 heures. Le corps est filmé sous tous les angles, sur fond de musique de films d'horreur et avec tous les effets spéciaux que la technique cinématographique de l'époque permet. Dans la foulée, le Premier ministre Alassane Dramane Ouattara annonce en direct: la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, est dissoute. Ses dirigeants font l'objet de poursuites judiciaires. Les enseignants qui refuseraient l'ordre de réquisition verraient leur salaire suspendu. Plus d'une trentaine d'années plus tard, le crime est officiellement non élucidé. Aucun procès n'a eu lieu, aucune condamnation. Ce qui reste, c'est une question ouverte et deux versions contradictoires de ce qui s'est passé. Mais attendez, avant même de parler de qui a tué qui, il faut qu'on comprenne quelque chose. Parce que cette mort, elle tombe dans un pays qui est déjà en train d'exploser. Et si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé à Abidjan dans les semaines qui précèdent le 17 juin, vous allez rater l'essentiel. Alors, on va remonter le fil ensemble. Et ce que vous allez découvrir, c'est que le gouvernement ivoirien avait une raison très précise d'avoir besoin de morts ce jour-là. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Avant d'entrer dans l'affaire elle-même, il faut planter le décor, parce que la mort de Thierry Zébié ne tombe pas dans un vide politique, mais survient dans une Côte d'Ivoire déjà en pleine crise. Depuis 1990 en effet, sous la pression de la rue et du contexte international, Houphouët-Boigny a proclamé le multipartisme. Pour un pays qui n'a connu qu'un seul parti depuis l'indépendance, en l'occurrence le PDCI, c'est une révolution institutionnelle. Mais c'est aussi une perte de contrôle. Le régime d'Houphouët, habitué à tout maîtriser, découvre que la libéralisation politique lui échappe. Le campus universitaire de Cocody, lieu stratégique, devient immédiatement un foyer de contestation. Et voilà le problème. Avec le multipartisme, le PDCI a perdu son syndicat étudiant, le MESI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Syndicat unique, contrôlé par le parti depuis 1968. Ce syndicat est dissous. Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide? Donc si ce terrain laissé libre naît en avril 1990 la FESI. Alphonse Vroussaï, dans sa chronique de la Révolution démocratique en Côte d'Ivoire, un livre publié chez l'Harmattan, décrit la FESI comme étant perçue par le pouvoir en place comme une excroissance ou le prolongement de l'opposition dans le milieu scolaire. Et le pouvoir, dit-il, choisit de la discréditer en la faisant passer pour un groupuscule d'activistes violents. Je reviendrai sur qui est Vroussaï et pourquoi son témoignage doit être lu avec un certain recul. Mais pour l'instant, retenez ce point de contexte. En 1991, le campus universitaire est un champ de bataille entre deux camps qui se disputent le contrôle symbolique et physique de l'espace estudiantin. Donc le PDCI perd son syndicat étudiant. La FESI naît dans le vide et le pouvoir la surveille. Mais surveiller, ça ne suffit pas parce qu'en mai 1991, un mois avant la mort de Zébié, quelque chose se passe sur les campus qui va tout changer. Quelque chose de tellement grave que 3 ministres vont devoir apparaître à la télévision pour le nier. 3 ministres en même temps pour nier des faits que le journal avait déjà établis, photographiés. Et c'est là, les amis, que vous allez commencer à comprendre dans quel état est le régime le 17 juin 1991 au petit matin. Le 15 mai 1991, lors d'une conférence de la FESI au forum de l'université, des individus que Vroussaï appelle des loupards interviennent violemment pour la disperser. Des étudiants sont blessés. Le lendemain, une marche vers la primature est dispersée par la police cette fois-ci. Les choses vont en s'aggravant dès lors. Et dans la nuit du 17 au 18 mai, l'armée intervient sur le campus de Yopougon, dirigé par le général Robert Guéhi à la tête des forces d'intervention rapide des paracommandos FIRPAC. Ce qui se passe cette nuit-là à Yopougon fait l'objet de récits accablants. Étudiants défenestrés, étudiantes violées, dortoirs saccagés. Le quotidien La Voix publie des photos des victimes. L'opinion internationale, qui suit en même temps le carnage du campus de Lumumbashi au Zaïre de Mobutu, est choquée. 3 ministres défilent à la télévision pour nier en bloc. Selon eux, l'armée a déjoué un complot fomenté à Jacquesville. Toujours selon eux, les étudiants blessés se sont jetés par les fenêtres dans la panique. C'est dans ce contexte de crise profonde avec le gouvernement, acculé par une opinion qui réclame des comptes,
qu'un mois plus tard survient la mort de Thierry Zébier. Voilà donc où en est le gouvernement Ouattara au matin du 17 juin 1991. Dos au mur. L'armée accusée de viol et de défenestration. L'opinion internationale qui compare Abidjan à Lubumbashi. Et là, ce matin-là précisément, un corps apparaît. Et dans les 30 minutes qui suivent, la télévision nationale est déjà là, en train de filmer sous tous les angles. 30 minutes, en 1991, avant les smartphones, avant Internet. Je vous laisse y penser. On y revient juste après. Nous parlons depuis peu de Thierry Zébier. Mais qui était Thierry Zébier? Avant d'examiner les deux versions de sa mort, il faut d'abord comprendre qui était cet homme, ou plutôt qui il était selon les différents témoins. Car là déjà, les versions divergent. Pour le gouvernement et ses soutiens, Thierry Zébier Zirignon est un étudiant ordinaire, un jeune homme de 24 ans, inscrit en mathématiques, physique, chimie, résidant à la cité universitaire de Mermoz à Cocody. Pour eux, Zébier serait victime d'un syndicat qui avait dérivé vers la violence. Pour la FESI à contrario et l'opposition, le tableau est plus complexe. Wo Saï écrit qu'il était aussi célèbre dans le milieu estudiantin que les leaders de la FESI. Zébier, pratiquant les arts martiaux, physiquement imposant, il contrôlait la cité Mermoz avec une autorité institutionnelle que Wo Saï compare dans une image provocatrice à celle de Saddam Hussein sur le Koweït. Pour rappel, dans le contexte, Saddam Hussein attaquait le Koweït à la même époque. Ce qui est plus important encore, Yacouba Konaté, professeur de philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et auteur d'un article de référence publié dans la revue africaine en 2003, décrit Zébier comme un étudiant loubard, transfuge de la FESI, passé du côté du pouvoir, c'est-à-dire un ancien membre de la FESI qui aurait retourné sa veste pour travailler, informellement, pour les intérêts du régime dans les cités universitaires. Konaté est important ici parce que son article « Les enfants de la balle » de la FESI au mouvement de patriotes, publié dans une revue académique de référence, n'est pas un test militant, c'est une analyse universitaire. Et pourtant, il converge avec Wo Saï sur ce point. Zébier était lié au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'un loubard dans ce contexte? Loubard, c'est un terme dans l'argot abidjanais qui désigne ici des individus recrutés de façon informelle dans les réseaux proches du régime pour exercer une forme de contrôle territorial sur les cités universitaires, intimider les militants de l'opposition et perturber les réunions syndicales. Leur statut est ambigu. Ils ne sont pas des agents de l'État au sens formel, mais ils opèrent avec sa tolérance, voire sa caution. Et c'est cette ambiguïté statutaire des loubards qui rend l'affaire aussi opaque. Zébier n'est ni un héros, ni un simple étudiant. Il est un acteur du conflit. Des deux côtés à la fois, selon certains, d'un côté selon d'autres. Donc avec Thierry Zébier, on a un homme qui est à la fois dans les deux camps, ou peut-être dans aucun, ou peut-être exactement là où quelqu'un l'a mis pour que ça arrange tout le monde. Et c'est maintenant que les deux versions vont vraiment diverger. Parce que ce qui se passe le 17 juin au matin, entre 11h et 13h, les sources sérieuses ne racontent pas du tout la même histoire. Version 1 d'abord, et je vous préviens, elle est cohérente. Elle tient la route. C'est ce qui la rend dangereuse. La FESI a tué Thierry Zébier. En tout cas, c'est la version que le gouvernement de Alassane Ouattara a imposée dans l'espace public dès le 17 juin 1991 et c'est aussi celle que l'on retrouve dans une partie de la littérature. Le récit gouvernemental se construit ainsi. Le matin du 17 juin, la FESI organise un meeting sur le parking de l'université. Le mot d'ordre lancé est « Libérer le Koweït ». Koweït, c'est le nom que les étudiants donnent à la cité Mermoz où Zébier règne en maître. Dès lors, toujours selon la version gouvernementale, une foule nombreuse descend jusqu'à la cité par les chemins de brousse que les étudiants ont surnommé Dien Bien Phu. À mon époque, on appelait le bas-fond. Bref, Zébier, retrouvé dans une cuisine où il s'était caché, est battu à mort par ses camarades. Son corps est abandonné, couvert de projectiles. Yacouba Konaté, dans son article de 2003, donne une version factuelle convergente. Zébier est tué à coups de projectiles par une foule d'étudiants descendus du campus jusqu'à la cité Mermoz. Konaté, lui, ne qualifie pas cela de complot du régime. Il présente les faits comme une violence populaire liée aux tensions accumulées depuis le 15 mai. Que s'est-il passé le 15 mai, un mois plus tôt? Des individus parmi lesquels des témoins identifient Zébier lui-même ont violemment interrompu une conférence de la FESI au forum de l'université. Je le disais plus haut. Des étudiants avaient alors été blessés ce jour-là. C'est cet incident ou sa mémoire qui aurait motivé la violence du 17 juin. Des étudiants auraient reconnu dans Zébier l'un des agresseurs du 15 mai. Dans cette lecture, la mort de Zébier n'est pas un complot. C'est le résultat mécanique d'une spirale de violence dans un contexte de tension extrême. Une foule en mouvement, une confrontation, une mort qui n'était peut-être pas planifiée. À la suite du drame, 8 étudiants sont interpellés et mis à la disposition de la police judiciaire.
La dissolution de la FECI est annoncée le jour même. Le 21 juin, soit 4 jours plus tard, la dissolution est officialisée. L'Union interafricaine des droits de l'homme confirmera, dans un communiqué de 2007, associer le nom de la FECI à la mort des Hébiers. Voilà donc la version officielle. Elle est défendue par un universitaire sérieux. Elle repose sur des faits documentés. Des étudiants en colère, un homme qu'ils reconnaissent, une spirale de violence et 8 arrestations le jour même. C'est propre, c'est net, c'est trop propre. Parce qu'il y a un autre témoin. Et lui, il était là aussi. Et il a regardé exactement les mêmes faits. Et il a posé une question à laquelle personne n'a jamais répondu. Une question de timing. Une question de 30 minutes. Et quand vous allez l'entendre, vous allez comprendre pourquoi cette affaire n'a jamais eu de procès. Version 2, le régime a fabriqué son cadavre exquis. C'est ici qu'intervient le témoignage d'Alphonse Vohsaï. Mais avant de le citer, il faut dire qui il est. Vohsaï est un philosophe, enseignant à l'université de Cocody. En 1991, il est un militant de l'opposition, proche de Laurent Gbagbo et du FPI, et membre actif du SINARES, le syndicat des enseignants du supérieur, fortement impliqué dans le mouvement de contestation. Son livre est publié chez l'Harmattan en 2005, soit 14 ans après les événements. C'est à la fois une chronique journalistique, un témoignage et une analyse politique. Ce positionnement fait de lui un témoin précieux. Il était là. Il connaissait les acteurs. Il a accès à des informations de première main. Mais ce positionnement fait aussi de lui un témoin partial. Il est clairement du côté de la FECI et de l'opposition. Son interprétation des événements est informée par ce prisme. Et l'historien doit en tenir compte. Ce balisage fait, voici ce que dit Vohsaï et c'est troublant, tout de même. Premier élément, le timing de la mort par rapport à la marche. Vohsaï note que la marche du 17 juin était tellement massive que la tête du cortège se trouvait au CSP, vous savez, le cours secondaire protestant, et la queue du cortège était encore au campus universitaire. Et il précise, la foule n'est pas encore arrivée à la cité de Mermoz quand le corps des Hébiers y est déjà découvert. La police, elle, est déjà sur les lieux. Et si c'est exact, cela soulève une question logique importante. Comment le corps d'un homme tué par la foule peut-il être découvert avant même que la foule soit arrivée? Vohsaï note sobrement. Les étudiants pensent à un coup monté. Arrêtez-vous une seconde sur ce que ça veut dire. Si la tête du cortège est encore au CSP et que le corps est déjà à Mermoz, avec la police déjà sur place, alors qui a tué Thierry Zébier? Mais ce n'est pas la seule question. Parce que pendant que vous réfléchissez à ça, je vous pose encore une autre question. Comment est-ce que la RTI, la télévision nationale, en 1991, a réussi à filmer, monter et diffuser des images de ce corps dans le journal de 13 heures, avec une musique d'ambiance, avec des effets cinématographiques, en moins d'une heure? Comment? Deuxième élément avancé par Vohsaï, le timing médiatique. La mort des Hébiers se situe selon Vohsaï entre midi et midi 30. Le journal télévisé de la RTI de 13 heures, soit 30 minutes à 60 minutes plus tard, diffuse des images du corps filmées sous tous les angles avec musique de films d'horreur et effets spéciaux cinématographiques. Pour rappel, en 1991, il n'y a pas de smartphone. La transmission et le montage ne sont pas instantanés. Pour qu'une équipe de la RTI soit déjà là, filme et monte suffisamment pour diffuser dans le journal de 13 heures, il faut qu'elle soit arrivée extrêmement vite ou qu'elle ait su où elle allait avant même que l'événement ne se soit produit. Vohsaï a cet atout de ne pas tirer de conclusion définitive. Il constate. Personne n'a jamais expliqué ça, officiellement en tout cas. Mais voilà ce qui se passe immédiatement après ces images. Pas dans les jours qui suivent, pas le lendemain, immédiatement après. Le Premier ministre Alassane Ouattara apparaît en direct, avec un programme complet, détaillé, dissolution, réquisition, force de l'ordre, tout est prêt, tout est formulé, comme si le test avait été déjà écrit. Et là, un ancien responsable de la FECI va faire une déclaration qui va tout changer. Troisième élément. La réaction gouvernementale préparée. Immédiatement après les images du corps, le Premier ministre Alassane Dramane Ouattara intervient en direct avec un train de mesures détaillé. Dissolution de la FECI, réquisition des enseignants, présence permanente des forces de l'ordre au mépris de la franchise universitaire. Vohsaï note que le régime acculé depuis un mois par le scandale de Yopougon se saisit de ce cadavre comme une bouée de sauvetage. Et il formule avec prudence mais sans ambiguïté: j'ai le sentiment que la mort de Thierry Zébier tombe trop bien pour être tout à fait étrangère au contexte politique. Tout se passe comme si ce cadavre-là était offert au régime par la fortune, à moins que le régime n'ait grandement aidé le destin. Vohsaï dit qu'il a un sentiment, qu'il ne peut pas le prouver, qu'il constate. Et c'est là que ça devient vraiment inconfortable. Parce que lui,
il philosophe, il analyse. Mais Jean-Blé Guiraud, lui, il ne philosophe pas. Lui, il dit ce qu'il a vu. Et ce qu'il dit avoir vu, si c'est vrai, c'est que cette affaire n'est pas une tragédie estudiantine. C'est une opération. Ancien responsable de la FESI, Jean-Blé Guiraud a déclaré à plusieurs reprises que les individus présents lors de la mort des Hébier portaient des tenues identiques à celles de la brigade de la recherche de la gendarmerie. Il affirme que c'est l'un d'eux qui a porté le coup mortel. Si c'était vrai, cela signifierait que la mort des Hébier a été exécutée ou facilitée par des agents proches du régime PDCI, précisément pour fabriquer une pièce à conviction contre la FESI au moment même où le régime cherchait à la dissoudre. Cette thèse est cohérente sur le plan politique. Elle pose cependant un problème logique. Pourquoi le régime aurait-il choisi d'éliminer un homme qui lui était, par ailleurs, loyal? La réponse avancée par les défenseurs de cette thèse est que Zébier, précisément parce qu'il était perçu comme un instrument du régime dans le milieu estudiantin, constituait le bouc émissaire idéal. Une mort qui permettrait simultanément de discréditer la FESI et de se débarrasser d'un agent embarrassant. Deux versions, deux logiques, deux conclusions incompatibles. Et vous, là, vous vous dites peut-être, mais laquelle est vraie? C'est exactement la bonne question. Et c'est exactement là que l'historien ne fait pas ce que fait le militant. Il ne choisit pas le camp qui lui plaît. Il retourne les deux versions. Il cherche les failles. Et ce que j'ai trouvé en faisant ça, je veux dire les endroits où les deux thèses vacillent, c'est encore plus dérangeant que les thèses elles-mêmes. Parce qu'il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde. Et cette chose-là devrait vous glacer le sang. Faisons maintenant ce que la méthode historique exige. Soumettre les deux versions à une série de questions précises. Question 1. La date elle-même est-elle établie? Vosaï donne la date du 17 juin 1991. Yacouba Konaté, dans son article de politique africaine de 2003, donne la date du 16 juin. Ce désaccord sur une information aussi basique, la date de la mort, révèle que nous travaillons sans archives judiciaires ouvertes. Aucun document officiel, que ce soit acte de décès, procès verbal d'enquête, rapport de la Commission nationale, etc., n'a été rendu public. La presse d'époque, notamment le Nouvel Horizon numéro 40 du 20 juin 1991, cité par Vosaï lui-même, permettrait probablement de trancher. C'est un point de vérification indispensable avant toute diffusion. La date. On ne sait même pas avec certitude la date. Ça semble énorme et pourtant, c'est logique. Parce qu'aucun document officiel n'a été rendu public. Ni l'acte de décès, ni le PV de la police judiciaire, ni le rapport de la commission d'enquête présidentielle. Rien. Et ça m'amène à la question qui me semble la plus explosive de toutes. Parce que si l'argument de la chronologie est exact, c'est-à-dire si la foule n'était vraiment pas là quand le corps a été retrouvé, ça veut dire qu'il y a des témoins qui savent, des témoins qui ont été arrêtés et dont les déclarations existent quelque part. Alors, où sont-elles? Question 2. Le timing de la marche est-il vérifiable? L'argument de Vosaï sur la chronologie, notamment quand il disait que la foule n'est pas encore arrivée quand le corps est découvert, est le plus puissant de sa thèse. Mais il repose sur un seul témoignage que nous ne pouvons pas croiser avec des sources indépendantes dans les archives. Et ça m'amène à la question qui me semble la plus explosive de toutes. Parce que si l'argument de la chronologie est exact, c'est-à-dire si la foule n'était vraiment pas là quand le corps a été retrouvé, ça veut dire qu'il y a des témoins qui savent, des témoins qui ont été arrêtés, des témoins dont les déclarations existent quelque part. Alors, où sont ces déclarations? Les 8 étudiants arrêtés ont-ils déclaré avoir vu la marche arriver avant ou après la mort? Nous ne le savons pas. Ce que nous pouvons dire, si l'argument de la chronologie est exact, il constitue une anomalie factuelle sérieuse qui n'a jamais été expliquée par la version officielle. Ces dépositions existent, quelque part dans les archives de la police judiciaire ivoirienne. Elles répondent peut-être à cette question. Et personne, aucun journaliste, aucun historien, aucune commission n'y a eu accès publiquement. Mais oublions les archives une seconde. Parlons de quelque chose de plus simple. De quelque chose que vous pouvez tester vous-même avec votre téléphone. Il s'agit du temps. 30 minutes en 1991 pour filmer, monter et diffuser une séquence avec effets spéciaux sur une chaîne nationale. Est-ce que c'est techniquement possible? Et si ça ne l'est pas, qu'est-ce que ça prouve? Question 3. Le timing médiatique est-il techniquement compatible avec la thèse officielle? En 1991, une équipe de tournage qui arrive sur place à 12h30 filme, remonte et diffuse dans le journal de 13h réalise quelque chose de techniquement extraordinaire pour l'époque. Ce n'est pas impossible. Une équipe en veille, alertée par les événements, aurait pu arriver très vite. Mais cela n'est pas ordinaire non plus. Et dans un contexte de forte tension politique, la question de la présence de la RTI mérite une réponse que personne n'a encore apportée. Moi, je n'ai pas la réponse définitive à ça. Et c'est exactement le moment où le piège se referme. Parce que quand on commence à accumuler les coïncidences, je parle notamment du fait que la foule n'est pas encore présente,
La RTI est déjà là et le gouvernement, lui, est déjà prêt avec des mesures. On a envie de conclure dans un tel cas. L'envie est forte, vraiment forte. Et c'est là que l'historien doit se battre contre lui-même. Parce qu'il y a une erreur logique qui a fait condamner des innocents et blanchir des coupables depuis que la justice existe. Et dans cette affaire, elle est partout. Question 4. L'intérêt politique est-il une preuve? Voosaï fait une démonstration convaincante de ce que le régime a tiré un bénéfice politique immédiat et considérable de la mort de Zébié. C'est factuel. Mais l'intérêt politique n'est pas une preuve de responsabilité. En sciences historiques et en droit, post hoc ergo, propter hoc, c'est-à-dire après donc, à cause d'eux. Et ça, c'est une erreur logique classique. Le fait qu'un régime profite d'un événement ne prouve pas qu'il l'a organisé. C'est d'ailleurs ce que Voosaï lui-même semble reconnaître implicitement quand il écrit qu'il a le sentiment que la mort tombe trop bien. Pas qu'il a la certitude, le sentiment. Intérêt politique ne veut pas dire responsabilité. D'accord, mais alors voilà ma dernière question. Et celle-là, aucune des deux thèses n'y répond vraiment de façon satisfaisante. Si la Fessi a tué Thierry Zébié, dans une spirale de violence populaire comme le dit Konaté, pourquoi les 8 personnes arrêtées le jour même n'ont-elles pas été jugées? Pourquoi le rapport de la commission présidentielle de 32 membres, constitué de 5 magistrats, 10 députés et 4 avocats, n'a-t-il jamais été publié? Et pourquoi le magistrat qui présidait a-t-il été mis à la retraite juste après? Question 5. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de procès? C'est peut-être la question la plus révélatrice. 8 personnes ont été interpellées le jour même. Une commission nationale d'enquête de 32 membres a été créée par arrêté ministériel le 19 juin 1991, constituée comme elle était de 5 magistrats, 10 députés, 4 avocats, 3 représentants des cultes. Cette commission a rendu un rapport dont les conclusions n'ont jamais été publiquement rendues. Qui plus est, Camille Oguier, le magistrat qui la présidait, a été mis à la retraite peu de temps après. En outre, personne n'a jamais été jugé pour la mort de Thierry Zébié. Et cette absence de procès est compatible avec les deux thèses. Pour les défenseurs de la thèse officielle, celle du PDCI, parti au pouvoir, elle s'explique par l'impunité généralisée qui caractérise le système judiciaire ivoirien de l'époque. C'est à se demander qui dirige alors. A contrario, pour les partisans de la thèse du coup monté, elle s'explique par le fait que tout procès aurait risqué de révéler des éléments inconfortables pour le régime en place. Au total, ce que l'on peut établir avec certitude, c'est que l'absence de procès a empêché la vérité judiciaire de se former, quelle qu'elle soit. Et maintenant, ce que les sources convergentes permettent d'établir. Malgré leurs divergences d'interprétation, Voosaï et Konaté convergent sur plusieurs points factuels, notamment le fait que Zébié était un acteur du conflit étudiant, lié d'une manière ou d'une autre au camp du pouvoir dans les cités universitaires. La marche du 17 juin visait explicitement la cité Mermoz où Zébié résidait. Des tensions violentes existaient depuis le 15 mai entre Zébié, ou des individus de son camp, et les étudiants de la Fessi. La dissolution de la Fessi a été annoncée le jour même, avant toute enquête judiciaire. L'affaire n'a jamais donné lieu à un procès. Ces 5 points que je viens de citer forment le socle factuel minimal. Tout ce qui va au-delà, notamment la présence de gendarmes déguisés, la préméditation, le rôle précis de Zébié le 15 mai, reste dans le domaine du témoignage non corroboré ou de l'interprétation. 30 ans, pas de procès, pas de rapport public, pas de condamnation. Une commission qui s'est réunie, a travaillé et dont les conclusions ont disparu dans un tiroir. On ne saura peut-être jamais. Et pourtant, et c'est la dernière chose que je vais vous montrer, parce que c'est celle que personne ne raconte, de ce silence total, de cette répression, de cette impunité, quelque chose est né. Quelque chose que le régime lui-même n'avait pas vu venir. Quelque chose qui allait parler à toute une génération d'Africains. Je vous explique ça maintenant. Du silence naît la musique. Après la dissolution de la Fessi et la répression qui s'ensuit, Voosaï décrit ce qui s'abat sur les campus universitaires d'Abidjan. Un silence lourd et menaçant. C'est dans ce silence que le Zoglou se révèle. Fin juillet 1991, Bilé Didier, étudiant à la cité de Yopougon, chante pour la première fois avec son groupe dénommé Campus Ambiance, ce qui va devenir le phénomène musical le plus important de la Côte d'Ivoire et l'un des plus influents de l'Afrique de l'Ouest. Yacouba Konaté, qui lui consacre d'ailleurs un article distinct dans Cahiers d'études africaines en 2003, qui documente d'ailleurs précisément les conditions d'émergence de cette musique. Voosaï, pour sa part, note quelque chose d'ironique. Le pouvoir, qui n'a pas mesuré la charge révolutionnaire du Zouglou, lui offre une promotion extraordinaire à la radio et à la télévision. Il montre la danse sans écouter les paroles. Ce faisant, il diffuse lui-même à son insu la critique sociale la plus profonde qu'on ait jamais chantée dans les cités universitaires d'Abidjan. Car le Zouglou, dit Voosaï et Bilé Didier avant lui, est une danse philosophique. Il participe d'une mutation des valeurs où les jeunes réclament leur place au sein de la société. La mort de Thierry Zébié a imposé le silence. Ce silence a engendré le Zouglou.
et le zouglo a parlé à toute une génération. Le nom de Thierry Zébier est entré dans le vocabulaire politique et social ivoirien d'une façon qui témoigne de la profondeur de la blessure. L'article publié par Politique africaine en 2003 note que le verbe zébier est apparu dans l'argot estudiantin pour désigner le fait de tuer collectivement quelqu'un par projectile. Vous l'aurez compris, c'est-à-dire exactement de la manière dont Zébier a été tué. Et dans la grande commune de Yopougon, il existe un tournoi annuel de Maracana, un tournoi très populaire qui porte le nom de Zébier depuis des décennies. Le terrain qui accueille ce tournoi est lui-même surnommé le Zébier. Ces deux faits, le verbe et le tournoi, révèlent quelque chose d'important. La société ivoirienne n'a pas oublié. Elle a simplement continué à vivre cette mort non résolue en la portant différemment dans la langue et dans le sport populaire. Alors, qui a tué Thierry Zébier? La réponse honnête, plus de 30 ans après les événements, est celle-ci. Nous ne savons pas avec certitude. Ce que nous savons, c'est que deux versions documentées coexistent. La première dit que des étudiants de la FESI ont tué l'un de leurs anciens membres dans une spirale de violence liée aux événements du 15 mai. La seconde dit que la mort a été organisée ou facilitée par des acteurs proches du régime en place pour créer des conditions d'une dissolution de la FESI qui était politiquement nécessaire pour le gouvernement Ouattara. Ce que nous savons aussi, c'est que la réponse gouvernementale a été anormalement rapide, à la fois sur le plan médiatique et sur le plan politique. Et tout ça pour un événement qu'on a présenté comme imprévu. Nous pouvons aussi dire que l'absence de procès a empêché la vérité de se former. Vao Saï et Yacouba Konaté, deux intellectuels ivoiriens, ont regardé les mêmes faits et sont arrivés à des emphases différentes. L'un voit un crime d'État, l'autre une violence populaire dans un contexte de crise. Peut-être ont-ils tous les deux une part de raison. Ce qui est certain, c'est qu'en 1991, Thierry Zébier-Zérignon est mort, que sa mort a servi à des intérêts politiques puissants, et que plus de 30 ans plus tard, la Côte d'Ivoire attend encore qu'un tribunal explique comment et pourquoi. Si cette vidéo a bouleversé vos certitudes et vous a amené à pousser la réflexion, merci de la liker, de la partager. Merci également de vous abonner. Et si vous avez des informations sur cette affaire, je vais citer des archives par exemple, ou des témoignages ou même d'autres documents, écrivez-moi. Je reste convaincu que la mémoire historique se construit collectivement. Et n'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt.